Bonjour à tous les amis, aujourd'hui c'est Papikawa sur la chaîne Obscurity Card et je suis là pour vous présenter quelque chose que vous avez été nombreux à demander, c'est-à-dire la deck profile Ruby Améthyste, rouge-violet. Ma version que je vais vous présenter c'est une version vraiment extrêmement tempo, contrôle en réaction avec son adversaire. Le but ce ne sera pas de faire le jeu, ce sera votre adversaire de créer le jeu et vous de tourner autour. Mais je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors, la decklist que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la decklist que j'aurais dû jouer à l'Octogone de Lyon. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir y venir pour différentes raisons personnelles. Mais voilà, je vais vous présenter quand même cette decklist. On va d'abord commencer donc par le côté rubis, le rouge, avec le fameux trio de l'enfer, hein, comme il est appelé. On commence par 4 feux du dragon, 4 maléfiques, 4 soyez prêts. Clairement, ça, c'est extrêmement fort. Feu du dragon pour 5, même si c'est non ancrable. Ça permet vraiment de gérer une grosse créature sans problème. Maléfique qui a le même effet que Feu du Dragon, mais surtout c'est un body avec 5 PV, 7 d'attaque et qu'il aura 2. Soyez prêts, je pense que je la présente plus hein, cette carte là, elle a traumatisé énormément de personnes. Donc pour 7, on clean le board complètement. C'est vraiment extrêmement fort. Beaucoup de personnes redoutent hein, le violet rouge quand c'est le tour 7 de pouvoir affronter. Donc je vous parlais que le but du deck, c'est également d'offrir du contrôle. Pour ça, déjà, il faut savoir répondre à une problématique, c'est-à-dire au Simba du tour 2. Et pour ça, 4 Gaston, parce que Gaston, on le veut en main. Mais on veut également être capable de gérer. Il y a une créature qui est capable de faire quasiment comme Feu du Dragon, c'est-à-dire de clean quasiment n'importe quelle créature. Engagée, c'est Maui. Maui, il a charge, il tape à 6. Il n'y a quasiment aucune créature dans son body, surtout au tour 5, qui peut résister à Maui. Donc franchement, on le veut tout le temps. Gaston, c'est surtout son 4 d'attaque qui va permettre de gérer, donc comme je vous disais, le Simba à 2. Et surtout, le plus intéressant là-dedans, c'est qu'il est ancrable. Donc c'est-à-dire que vous allez, si jamais vous affrontez un autre deck, vous savez que vous n'aurez pas vraiment de problème, bah, si vous l'avez au début dans la main, c'est pas grave, vous vous en servirez comme ressource. On va jouer également un package de 3 Aladins, que ce soit le Vaurien ou le hors-la-loi héroïque. Aladin Vaurien fait perdre 1 de l'or et permet aussi de pouvoir faire l'alter de Aladin héroïque à 5. Aladin héroïque à 5, c'est très simple. Il fait perdre 2 de l'or, il en fait gagner 2. C'est vraiment très très fort. Le Aladin Vaurien surtout, ce qui est très fort dans le perdre 1 de l'or, comme je vous dis, on est sur une réaction. On va être sur un deck à réaction. Souvent c'est votre adversaire qui va prendre l'avantage au niveau des lores au début de partie. D'en faire perdre 1, ça fait gagner énormément. C'est ce qui va faire que des personnes pensant pouvant OTK vont se retrouver qu'à 19 de l'or au lieu de 20 et vous pourrez remonter tranquillement. Ce combo là, surtout avec Aladin Vaurien, il y a une carte qui est très forte dans le deck qui va très bien avec. C'est le bouclier de la vertu qui va être joué en 2 fois. Le bouclier de la vertu, c'est simple, il se pose pour 1 et pour 3 vous l'inclinez, vous remontez, vous permettez de relever Aladin Vaurien. Aladin Vaurien qui tape 2 fois dans un tour, c'est égal à faire un moins 4, plus 4 en termes de lore. C'est vraiment extrêmement fort. Ça peut même faire un cleaning game vraiment en votre faveur. Donc allez-y sans aucun souci. On termine avec 2 Sergent Tibbs. Alors Sergent Tibbs, il va les 3 quarts du temps en encre. Mais si vous l'avez en main de départ, ça reste toujours un petit 2-2 qui peut se poser pour 1. C'est toujours pratique, ça permet de pouvoir gérer quelques bodies adverses. Pourquoi je ne joue pas Olaf alors qu'il est extrêmement joué? Parce que clairement, comme je vous ai dit, moi je suis en tempo, je veux pouvoir temporiser. Et donc je veux que ma créature soit capable de gérer des petites créas à 2 PV directement. Donc c'est pour ça, je préfère Sergent Tibbs. Vous pouvez jouer Olaf si vous avez envie. Mais vraiment, Sergent Tibbs est pour moi ce qu'il y a de mieux. On est parti sur la partie violette. Et donc là, le contrôle. Donc on va continuer sur le contrôle avec la partie violette grâce à Rafiki. Et la montre à gousset. Rafiki pour 3, une vraie terreur pour les decks, et notamment, encore, on va parler toujours des decks Ambre et leur Simba. Voilà, il passe le Simba, vous avez un autre body sur le terrain, il peut aller venir chercher la Lilo, c'est vraiment extrêmement fort. Montre à gousset, qui pour 1 donne charge, c'est également extrêmement fort, notamment comme on disait avec le Aladin hors la loi héroïque, c'est extrêmement fort, c'est extrêmement solide. On reste dans le contrôle avec 2 Elsa
la petite Elsa Reine des Neiges et surtout 3 Elsa Esprit de l'Hiver. Elsa Reine des Neiges, c'est toujours très pratique. On l'engage, elle permet d'épuiser. Souvenez-vous, vous pouvez avoir la montre à gousset qui permet de donner charge à une créature. On la joue pour pouvoir, si possible, footborn et donc faire l'alter de cette Elsa là. Cette Elsa là, elle est connue de partout. 4-6, killer à 3. Elle arrive, elle engage 2 créatures. C'est extrêmement fort. Elle est jouée vraiment partout. Mais on la joue qu'en x3 parce qu'elle est non ancrable et à coût de 8. Donc c'est quand même un problème. Qui dit améthyste parle bien évidemment de la pioche. Pour piocher, on va jouer 4 maléfiques, 4 à mes amis de l'au-delà et 3 la reine. On va commencer la reine pour 4-5. Elle s'incline, on pioche 1. On la joue avec le bouclier de la vertu. On la relève, on la réincline, on redraw 1. C'est extrêmement fort. Mais le combo classique, hein, c'est tour 3, on joue maléfique. Tour 4, on fait chanter mes amis de l'au-delà maléfique. Elle aura permis en 2 cartes et pour un coup de 3 de piocher 3 cartes. C'est vraiment extrêmement fort. Ne pas sous-estimer cela, ça vous permet toujours d'avoir une main pleine. Petit changement par rapport à d'habitude. Je joue 2 chaudrons d'Ursula et pas de miroir magique. Pourquoi chaudron d'Ursula et pas de miroir magique? Aujourd'hui, la méta s'accélère de plus en plus. Et donc, le coût du miroir à 4, c'est vraiment un désavantage. Ça, c'est mon avis. Vous pouvez très bien mettre miroir. Miroir est une excellente carte. Mais là, je préfère actuellement, vu de la méta actuelle qui s'accélère, assurer les prochaines pioches que je vais avoir. Donc, soit je le joue avant que j'utilise des cartes de pioche pour préparer mon tour, notamment si j'ai une maléfique et mes amis de l'au-delà. Je peux directement faire chaudron, voir la carte que je veux piocher. Donc ça m'assure vraiment une pioche sûre, soit l'activer à la fin du tour pour pouvoir préparer mon prochain tour. Trop souvent sous-estimée mais extrêmement forte. Cette carte là, faut la jouer vraiment pour assurer tous les miroirs. 2 violets rouges de même niveau, ça finit régulièrement au top deck. Et notamment à la pioche. Cette carte vous dit, vous gagnez dans le miroir si jamais ça doit aller à la pioche. Et enfin, 2 Jafar. Pourquoi je joue ce Jafar là? Alors, c'est exactement la même raison qu'on peut jouer le Zeus. Ce Jafar là déjà, il est ancrable. Il a un 5 de body, ce qui le rend extrêmement fort. Mais surtout, c'est sa faculté. Si vous arrivez à générer suffisamment de cartes en main et bien tempo au niveau de vos cartes, il aura une forte attaque. Si vous n'avez pas de carte en main, il a 0 d'attaque. Et donc c'est extrêmement fort parce que l'adversaire ne pourra pas aller dessus pour pouvoir générer des points de dégâts et faire fonctionner sa réponse. C'est pour ça qu'il est joué et c'est pour ça que c'est bon. Donc voilà, c'était ma decklist. Donc au niveau du budget, on est aux alentours, si on suit la cote actuellement de Card Market, de 450 €. Donc si vous voulez la jouer, n'oubliez pas que le chapitre 1 va être réédité au début 2024, donc les prix vont sûrement diminuer à ce moment-là. Vous avez toujours la possibilité également d'avoir pour moins cher sur la plateforme Vogt. Hein. Il y a toujours des super mises aux enchères qui permettent d'avoir des cartes vraiment à des prix vraiment défiant toute concurrence. Vous pouvez également le transformer en deck budget en remplaçant notamment les maléfiques par des élusives, des Elsa également, vous pouvez les remplacer. Voilà, ça rend le deck moins fort, j'avoue, mais ça permet toujours de le jouer. Au niveau des non ancrables, on est à 17 non ancrables, donc on est un petit peu au-dessus de la partie haute au niveau des non ancrables. Mais c'est pas un problème parce que vu de la pioche, et notamment le chaudron d'Ursula qui va permettre de gérer les prochaines pioches, donc ça permet toujours d'assurer, de toujours avoir de quoi ancrer et de pouvoir continuer d'assurer le board. Donc moi je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, je vous souhaite à tous une excellente journée, et je relaisse la chaîne à Obscurity. Allez, bye bye!